pendouille un peu, il y a des petits traits par-ci, des petits cheveux blancs par-là. Mais Et si l'amour le plus intense de Brigitte Bardot n'avait jamais été celui que le public a cru connaître? Et si, derrière les flashs, les cris et les fantasmes, se cachait une passion interdite, si violente qu'elle a marqué deux destins à jamais? À la fin des années 1950, la France retient son souffle. Une jeune femme bouleverse les écrans, les mœurs, les regards. Brigitte Bardot n'est plus seulement une actrice, elle est devenue un mythe vivant. Après, et Dieu, créa la femme, son visage s'affiche partout, son corps fascine, son nom circule comme une promesse de liberté. Elle incarne une révolution silencieuse, sensuelle, irréversible. Mais derrière cette image de femme solaire, une autre réalité s'installe. La solitude vertigineuse d'une idole que plus personne n'ose approcher comme une femme ordinaire. Car la gloire, surtout quand elle arrive trop vite, agit comme une cage dorée. Bardot est regardée, désirée, commentée, disséquée. On l'admire, mais on ne l'écoute pas. On la célèbre, mais on la possède. Chaque geste devient public, chaque sourire un symbole. À seulement 22 ans, elle comprend déjà que la célébrité ne laisse aucun refuge au cœur. Elle offre le monde, mais reprend l'intimité. C'est précisément à ce moment-là, quand tout semble acquis et pourtant terriblement vide, qu'une histoire clandestine commence à se dessiner. Une histoire que les journaux n'ont pas racontée, une histoire sans tapis rouge, sans photographe, sans slogan, une histoire qui ne correspond à aucune légende officielle. Celle d'un amour vécu à l'abri des regards, dans les marges du mythe. L'homme qui va bouleverser Bardot n'est ni un prince de cinéma, ni un héros fabriqué par les studios. C'est Sacha Distel, musicien élégant, virtuose de la guitare, esprit libre, nourri de jazz et d'ambition. Il n'appartient pas au même monde qu'elle. Il ne vit pas sous les projecteurs, mais dans les coulisses feutrées des studios, là où l'on écoute avant de regarder, là où l'on ressent avant de juger. À cette époque, Bardot est épuisée d'être une image. Elle cherche un regard qui ne la dévore pas, une présence qui ne la transforme pas en trophée. Et Sacha, sans le savoir encore, représente cette possibilité. Avec lui, elle n'est pas une icône, mais une femme impatiente, parfois fragile, souvent excessive. Une femme qui doute. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les grandes passions naissent rarement dans la lumière. Elles naissent dans l'ombre, là où les masques tombent. Bardot, adulée par le monde entier, commence à pressentir que son salut émotionnel ne viendra pas d'un homme capable de la suivre sur les tapis rouges, mais de quelqu'un qui saura l'aimer loin du bruit, loin des rôles, loin des attentes. Mais aimer dans l'ombre, quand on est l'une des femmes les plus célèbres de la planète, relève de l'impossible. Chaque battement de cœur devient une transgression. Chaque élan un risque. Et pourtant elle va tenter cette folie. Parce que certaines âmes préfèrent en brûler plutôt que de survivre tièdement. Cette liaison secrète ne sera pas un simple caprice, ni une romance de plus à ajouter à une liste déjà longue. Elle sera une faille, une fracture intime, une expérience fondatrice, douloureuse, irréversible, un amour vécu comme un refuge, et qui se transformera peu à peu en piège. Car lorsque deux êtres se rencontrent au sommet de leur jeunesse et de leur ambition, le destin n'observe jamais en silence. Il attend, il laisse faire, puis il frappe. Et tout commence par une rencontre que personne n'avait prévue. Une rencontre marquée non par la tendresse, mais par la tension, l'agacement, presque la colère. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cette histoire commencerait dans l'irritation et le malaise. Pas de regard langoureux, pas de musique douce, pas de coup de foudre immédiat. Leur première rencontre fut au contraire brutale, presque hostile, comme si le destin avait choisi la friction plutôt que la séduction. Nous sommes à l'été 1956, à Paris. Les studios d'enregistrement vibrent d'une effervescence fébrile. La France culturelle est en pleine mutation. Et le cinéma comme la musique cherche de nouveaux visages, de nouvelles voix. Ce jour-là, Brigitte Bardot est attendue pour enregistrer quelques séquences musicales liées à son dernier film. Tout le monde est prêt, tout le monde sauf elle. Les minutes passent, puis les heures. Dans la cabine, un jeune homme fulmine. Sacha Distel, déjà reconnu pour son talent et son professionnalisme, voit son emploi du temps soigneusement réglé voler en éclats. Il déteste l'improvisation imposée, encore plus l'arrogance qu'il attribue aux stars de cinéma. Pour lui, le respect commence par la ponctualité. Lorsque Bardot finit par apparaître, lumineuse, désinvolte,
Presque indifférente au chaos qu'elle provoque, l'atmosphère se fige. Elle entre, comme on entre sur une scène, certaine que le monde l'attendra toujours. Mais ce jour-là, quelqu'un ose briser le rituel. Distel ne se tait pas. Il parle, il confronte, il reproche. Ses mots sont secs, précis, sans ménagement. Le silence qui suit est électrique. Bardot n'a pas l'habitude qu'on lui résiste, encore moins qu'on la corrige. Elle pourrait se vexer, partir, claquer la porte, mais quelque chose la retient. Peut-être cette voix ferme, peut-être ce regard qui ne la déshabille pas, mais la défie. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est ni idolâtrée, ni ménagée. Elle est traitée comme une professionnelle, et cela la déstabilise. Ce face-à-face tendu n'est pas un simple incident de travail. Il agit comme un révélateur. Dans cette opposition naît une curiosité dangereuse, car sous l'agacement se cache une reconnaissance silencieuse, celle de deux tempéraments forts, indomptables, incapables de se plier aux règles imposées par les autres. Distel, de son côté, est troublé malgré lui. Il s'était préparé à affronter une diva capricieuse. Il découvre une femme imprévisible, nerveuse, presque vulnérable derrière son assurance. Une femme qui joue un rôle en permanence, peut-être même malgré elle. Cette contradiction l'intrigue et l'attire. La séance se termine sans éclat supplémentaire. Mais rien n'est réglé. Quelque chose est resté suspendu dans l'air. Une tension non résolue. Une phrase non dite. Un désir encore informe, mais déjà présent. Avant de partir, Bardot se retourne. Avec ce mélange de provocation et de légèreté qui la caractérise, elle lance une invitation presque anodine. Venir la voir un jour à Saint-Tropez, dans sa maison de la Madrague. Une phrase prononcée comme un défi, ou peut-être comme une promesse qu'elle-même ne mesure pas encore. Pour Sacha Distel, cette invitation n'est pas banale. Elle marque une frontière invisible, celle entre le monde professionnel et l'intime, entre la discipline et le vertige, entre la prudence et l'abandon. Il ne partira pas immédiatement. 2 années s'écouleront, 2 années durant lesquelles chacun poursuit sa route, convaincu que cette rencontre n'était qu'un épisode parmi d'autres. Mais certaines paroles s'incrustent dans la mémoire comme une mélodie obsédante. On croit les oublier, jusqu'au jour où elles réclament d'être rejouées. En 1958, Sacha cède enfin à cet appel diffus. Il met le cap vers le sud, sans savoir qu'il s'apprête à entrer dans un été qui redéfinira à jamais sa vie, son cœur et sa vision de l'amour. À l'été 1958, Saint-Tropez n'est pas encore le théâtre tapageur que l'on connaîtra plus tard. Ce n'est pas un décor de cartes postales saturé de yachts et de paparazzi, mais un village encore sauvage, baigné de lumière, où l'on peut se perdre sans être vu. C'est précisément pour cela que Brigitte l'aime. Ici, elle respire. Ici, elle cesse d'être une affiche vivante. Lorsque Sacha arrive enfin, il ne trouve pas une star inaccessible, mais une femme étonnamment simple, presque fébrile, comme si elle attendait quelque chose sans oser le formuler. Elle l'accueille à la Madrague avec une chaleur désarmante. Rien de mondain, rien de calculé, juste cette impression étrange de retrouvailles, comme si 2 vies longtemps parallèles venaient enfin de se croiser au bon moment. Très vite, ils s'installent dans une routine qui n'appartient qu'à eux. Des matinées lentes, rythmées par le bruit des cigales et l'odeur du café. Des après-midi à flâner dans les ruelles, à s'arrêter sur une terrasse, à rire pour des riens. Et surtout, des nuits interminables, pleines de confidences murmurées à voix basse. Comme si le simple fait de parler trop fort pouvait briser l'enchantement. Dans cet espace suspendu, la musique devient leur langage secret. Elle n'est plus un métier, mais une respiration commune. Brigitte chante pour lui, sans public, sans enjeu. Sa voix, imparfaite mais sincère, révèle une fragilité qu'aucun rôle au cinéma ne lui a jamais permise. De cette intimité naît Sidonie, chanson tendre, presque naïve, miroir discret de cet amour en train d'éclore. Pour Sacha, cet été agit comme un catalyseur. Porté par cette relation, galvanisé par le regard de Brigitte, qui croit en lui sans condition, il compose, il ose, il se projette. Scooby-Doo naît dans cette atmosphère d'euphorie légère comme une réponse musicale à cette liberté nouvelle. Le succès est fulgurant, et pour un instant, tout semble possible. Aimer, créer, réussir, sans avoir à choisir. Mais c'est précisément là que se cache le piège, car les mêmes forces qui les rapprochent contiennent déjà les germes de leur chute. Ils sont tous deux animés par une soif immense, de vivre intensément, de ne rien sacrifier, de ne jamais renoncer à eux-mêmes. Aucun des deux n'est prêt à ralentir.
Aucun des deux ne sait comment aimer sans brûler. Sous le soleil de Saint-Tropez, cette tension reste invisible. Elle se dissimule derrière les rires, les regards complices, les promesses murmurées à la nuit tombée. Pourtant, elle est là, tapie dans l'ombre, car même dans ce refuge précaire, le monde extérieur n'est jamais très loin. Les tournages appellent Brigitte, les engagements se multiplient, les kilomètres recommencent à s'interposer entre eux. Et Sacha, lucide malgré l'ivresse, sent confusément qu'il ne pourra jamais offrir à cette femme ce qu'elle réclame sans toujours le dire. Une présence totale, constante, impossible à concilier avec leur carrière des respectives. Ils parlent d'avenir, parfois. Ils évoquent même, à demi-mot, l'idée d'un engagement plus sérieux. Mais chaque fois, la discussion se heurte à un mur invisible. Car aimer Brigitte, ce n'est pas seulement aimer une femme. C'est accepter de partager son existence avec le regard du monde entier. Et cette perspective effraie Sacha autant qu'elle l'attire. À la fin de l'été, lorsque les valises se referment et que chacun reprend sa route, aucun d'eux n'ose prononcer ce que tous deux pressentent, que cet été, aussi parfait soit-il, ne pourra pas durer, qu'il restera une parenthèse, une saison gravée dans la mémoire, mais condamnée à s'achever. Ils se séparent, sans se quitter vraiment, avec cette illusion tenace que l'amour saura trouver un chemin. Mais le temps, l'ambition et la célébrité n'ont jamais été de fidèles alliés des passions absolues. L'automne 1958 s'installe sans bruit, mais il emporte avec lui la légèreté de l'été. Ce qui, à Saint-Tropez, semblait simple et évident devient soudain complexe, presque douloureux. La distance géographique s'ajoute à une autre distance, plus sourde encore, celle des attentes incompatibles. Brigitte reprend le chemin des plateaux. Les tournages s'enchaînent, les interviews se multiplient, les obligations deviennent écrasantes, chaque déplacement est chronométré, chaque apparition commentée. Elle n'a plus le luxe de l'improvisation. Et pourtant, au fond d'elle, persiste ce besoin vital de liberté, cette peur panique d'être enfermée, même par l'amour. Sacha, lui, découvre une autre facette de la relation. Aimer une femme célèbre n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une négociation permanente avec l'ombre. Il attend, souvent seul. Il s'adapte, parfois à contre-cœur. Il comprend vite qu'il n'est pas seulement en concurrence avec les hommes, mais avec une machine médiatique insatiable, toujours prête à dévorer ce qui dépasse. Leurs échanges deviennent plus rares, plus tendus. Les silences s'allongent. Les retrouvailles, autrefois si intenses, se chargent d'une nervosité nouvelle. Ils s'aiment toujours, mais ils ne se comprennent plus tout à fait. Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi savoir céder. Et ni l'un ni l'autre n'a été préparé à ce renoncement. Une question revient sans cesse, jamais formulée clairement. Jusqu'où faut-il aller pour préserver un amour sans se perdre soi-même ? Sacha sent grandir en lui une inquiétude profonde. Il refuse de devenir l'homme de l'ombre, celui qui attend pendant que l'autre brille. Il veut exister par lui-même, être reconnu pour son talent, pas seulement pour la femme qu'il aime. Brigitte, de son côté, perçoit cette résistance comme une menace à son indépendance. Elle a trop souvent vu des hommes vouloir la posséder, la canaliser, la modeler. Elle teste les limites, parfois inconsciemment. Elle provoque, elle s'éloigne, elle revient. Non par cruauté, mais par instinct de survie, car pour elle, aimer a toujours été synonyme de danger. L'idée du mariage surgit, presque malgré eux. Elle flotte dans l'air comme une tentative désespérée de donner une forme stable à ce qui vacille déjà. Mais très vite, elle révèle l'abîme entre leurs visions. Sacha ne veut pas d'une union où il disparaîtrait derrière un nom plus grand que lui. Brigitte, elle, refuse toute promesse qui pourrait entraver son mouvement. Ce désaccord, jamais totalement exprimé, agit comme une lente érosion. À mesure que les mois passent, les petites disputes prennent une ampleur démesurée. Une parole mal interprétée, une absence prolongée, un article de presse de trop. Tout devient prétexte à douter. Et le doute, quand il s'installe, sape les fondations les plus solides. Ils continuent pourtant à se retrouver, à s'embrasser, à se promettre que tout ira bien. Mais ces promesses résonnent de plus en plus creux. Ils sentent confusément que leur amour, aussi intense soit-il, est pris dans un engrenage qui le dépasse. L'ambition, la notoriété, les attentes du public forment un étau dont il devient difficile de s'échapper. Ce qui avait commencé comme une échappée belle se transforme peu à peu en épreuve. Une lutte silencieuse entre le désir de rester ensemble et l'impossibilité de renoncer à soi. Et dans cette tension permanente, une autre présence commence à se profiler à l'horizon,
discrète mais déterminante. Le printemps 1959 n'arrive pas comme une renaissance, mais comme une sentence, sans fracas, sans annonce officielle. Juste ce glissement imperceptible qui précède les grandes ruptures. Brigitte est désormais absorbée par un nouveau tournage, Babette s'en va-t'en, guerre. Un film de plus en apparence, mais en coulisses, quelque chose change. L'atmosphère n'est plus la même. Les rires sont plus nerveux, les silences plus lourds. Sur ce plateau, un autre homme occupe peu à peu l'espace. Jacques Charrier, partenaire de jeu, présence rassurante, figure masculine, plus conforme aux attentes d'un monde qui exige de Brigitte qu'elle se stabilise, qu'elle rentre enfin dans un cadre. Rien n'est brutal, rien n'est annoncé, mais le cœur, lui, comprend souvent avant les mots. Pour Sacha Distel, l'intuition est immédiate. Il sent que quelque chose lui échappe. Les appels deviennent plus espacés, les rendez-vous sont reportés. Et lorsqu'ils se retrouvent enfin, le regard de Brigitte a changé. Il n'y a plus cette urgence, cette flamme exclusive qui faisait de lui un refuge. Il est encore aimé sans doute, mais il n'est plus central. La rupture ne se fait pas dans un éclat théâtral. Elle se fait dans une fatigue émotionnelle extrême, dans cette certitude douloureuse que continuer serait se mentir. Brigitte choisit une autre route, non par méchanceté, mais parce qu'elle est incapable de rester là où elle se sent enfermée. Pour elle, aimer a toujours signifié fuir avant d'être prise au piège. Mais ce qui relève de l'intime bascule très vite dans le domaine public, et c'est là que la tragédie atteint son paroxysme. Un soir, lors d'un concert au théâtre de Verdure d'Antibes, Sacha monte sur scène. Il est déjà fragilisé, mais il tient bon, jusqu'à ce qu'une voix s'élève dans la foule. Une insulte, un mot brutal, humiliant, jeté comme un projectile, cocu. Le public rit, le silence se brise, et en une seconde, la douleur privée devient un spectacle. Ce moment marque Sacha à jamais, car il ne s'agit pas seulement d'avoir perdu la femme qu'il aimait, il s'agit d'avoir été exposé, ridiculisé, réduit à une caricature devant des centaines de témoins. La célébrité, qu'il commençait à apprivoiser, se révèle soudain sous son jour le plus cruel. Elle ne protège pas, elle amplifie la chute. Il confiera plus tard que cette blessure fut la plus profonde de sa vie. Aimer la femme la plus désirée du monde pour être ensuite rejeté, publiquement, sans ménagement. Ce n'est pas seulement un chagrin d'amour, c'est une atteinte à l'identité, à la dignité, à la confiance en soi, une cicatrice qui ne disparaît jamais complètement. Pendant ce temps, Brigitte Bardot avance. Elle épouse Jacques Charrier peu après. Le monde applaudit. Les magazines s'enflamment. Une nouvelle page semble s'écrire. Mais derrière les sourires officiels, la tempête intérieure continue. Car Brigitte ne sait pas aimer sans excès, sans rupture, sans douleur, et ce mariage, loin d'être une délivrance, ouvre la voie à d'autres désillusions. Pour Sacha commence alors une traversée du désert. Il doute, il souffre, il s'interroge sur sa place, sur ses choix, sur le prix à payer pour aimer sous les projecteurs. Pourtant, il refuse de sombrer. Il transforme cette humiliation en moteur. La musique devient son refuge, son exutoire. Chaque mélodie porte en elle un fragment de cette douleur sublimée. La passion avec Brigitte ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient un souvenir incandescent, à la fois doux et amer. Une référence invisible qui influencera toutes ses relations futures, car on n'aime jamais tout à fait de la même manière après avoir été brisé publiquement. Ce qui s'achève ici n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est l'illusion qu'un sentiment, aussi fort soit-il, peut survivre intact à la violence du regard des autres. Et dans cette chute, chacun des deux protagonistes va apprendre une leçon différente, mais tout aussi déterminante pour la suite de sa vie. Les années passent. Le tumulte médiatique s'apaise, du moins en apparence. Mais certaines histoires ne se referment jamais vraiment. Elles se taisent, elles se transforment, elles s'enfouissent, tout en continuant d'agir en profondeur. L'amour, entre Brigitte Bardot et Sacha Distel, appartient à cette catégorie rare, celle des passions brèves qui laissent une empreinte éternelle. Pour Sacha, la blessure mettra des années à cicatriser. Il continue à chanter, à voyager, à séduire le public avec ce sourire élégant qui masque une sensibilité profonde. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Il a compris, parfois dans la douleur, que l'amour ne peut survivre sans un minimum de stabilité. Que vénérer une icône, aussi fascinante soit-elle, revient souvent à s'effacer soi-même. Cette prise de conscience va orienter toute sa vie future. Lorsqu'il rencontre Francine, ancienne championne de ski,
Le contraste est saisissant. Pas de projecteur, pas de drame permanent, pas de mise en scène. Avec elle, Sacha découvre une autre forme d'amour. Plus silencieuse, moins spectaculaire, mais infiniment plus solide. Leur union, célébrée en 1963, durera des décennies. Elle deviendra son ancrage, son refuge, la preuve qu'après la tempête, une forme de paix est possible. Brigitte, de son côté, suit un chemin bien différent. Après son mariage avec Jacques Charrier et la naissance de son fils Nicolas, la désillusion s'installe rapidement. Le couple se sépare, puis viennent d'autres relations, tout aussi passionnées, tout aussi destructrices. Chaque fois, le même schéma semble se répéter. L'élan, la fusion, la rupture, comme si l'amour chez elle ne pouvait exister qu'à l'état de brasier. Avec le recul, Bardot reconnaîtra elle-même cette incapacité à aimer dans la durée. Non par manque de sentiments, mais parce que la célébrité a profondément altéré sa relation au monde et aux autres. Être aimé par des millions d'inconnus finit par rendre suspect l'amour d'un seul. La liberté, pour elle, devient une nécessité vitale, parfois au prix du bonheur. Des décennies plus tard, lorsqu'elle accepte enfin de revenir sur cet épisode de sa jeunesse, Brigitte ne parle ni de scandale, ni de regrets tapageurs. Elle évoque une initiation, une épreuve fondatrice. À plus de 90 ans, elle admet que cette liaison avec Sacha fut l'un des moments où elle s'est sentie la plus vulnérable et la plus vraie, avant que les mécanismes de défense, le cynisme et la lassitude ne s'installent. Ce qui frappe, avec le temps, ce n'est pas la durée de leur histoire, mais son intensité. Quelques saisons à peine, et pourtant une trace indélébile, comme si certaines rencontres n'étaient pas faites pour durer, mais pour transformer, pour révéler une part de nous-mêmes que nous n'aurions jamais découverte autrement. Aujourd'hui, cette romance n'est plus un simple fait divers de l'histoire des célébrités. Elle devient un miroir tendu à chacun de nous. Une question universelle, intemporelle. L'amour peut-il survivre à la gloire? Peut-on aimer librement quand le monde entier vous regarde? Et surtout, certaines ruptures ne sont-elles pas, malgré la douleur, le prix à payer pour grandir? Alors dites-moi, selon vous, cette histoire était-elle condamnée dès le départ par le Star System? Ou bien Brigitte et Sacha auraient-ils pu écrire une autre fin, loin des projecteurs? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits où les paillettes cachent souvent des cicatrices profondes. Et surtout, écrivez-moi en commentaire votre propre lecture de cette romance mythique. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre de ces destins célèbres, là où le cœur, lui, ne ment jamais.